Clairement, ma fin de parcours chez mon précédent employeur, ça a été un énorme tournant dans ma vie. Et ça, ce tournant a continué jusqu'à la création de Heads & Hunters. C'était vraiment un nouveau départ pour moi, mais c'était go dès le moment où on pouvait créer la boîte comme on le voulait. Notre méthodologie, mais surtout nos valeurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Wendy Rubini, fondatrice de Heads & Hunters. Bonjour Wendy. Bonjour Geoffroy. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, un opérateur télécom 100% dédié aux entreprises, et YouMovie, spécialiste de la vidéo pour entreprises. Je ne sais pas si tu le savais, mais comme ça, te voilà informé. Merci. Alors pour commencer, une question très facile pour toi. Qui es-tu, Wendy ? Alors, qui je suis ? D'un point de vue plus privé, peut-être ou Ce qui ne te passe pas la tête par rapport à cette Alors, cette qui question. je suis ? Ouais, c'est peut-être plus le privé, alors, qui prime sur cette question. Eh bien, donc, je suis une jeune femme de 46 ans. Non, j'ai effectivement 46 ans. Je suis plus si jeune, mais voilà, il faut... C'est dans la tête, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, oui, c'est ça. Je suis maman de 2 filles, adolescentes, voire plus même. J'ai une jeune femme de 18 ans à la maison et une adolescente de bientôt 16 ans. Et je suis mariée, voilà, j'ai un chien aussi. Juste pour information. Et quand même un petit peu professionnellement. Et professionnellement, Wendy, voilà. la Wendy professionnelle. Alors, professionnellement, je suis... je suis responsable, je suis dirigeante, managing director de l'entreprise Heads & Hunters, comme tu l'as dit tout à l'heure. Depuis bientôt... moi, ça fait déjà 5 ans que je suis dans la structure et l'entreprise est officiellement sur le marché depuis 5 ans, sera officiellement sur le marché en janvier depuis 5 ans. Donc voilà, on a déjà réalisé un beau bonhomme de chemin. Mais tu me disais, et c'est une particularité quand même, tu es fondatrice, mais ce n'est pas ta société, Voilà, tu me disais tout à l'heure. Oui. Donc je suis je pense qu'on peut résumer ça en disant que je suis une entrepreneuse. J'étais engagée en tant qu'intérim manager pour créer la structure au sein d'un groupe plus important qui s'appelle Copus Group, où j'ai été appelée à l'époque par le directeur financier, puis j'ai rencontré la CEO, Anke Ullens, et les choses se sont faites naturellement. Ils voulaient créer une structure spécifique au sein du groupe. On a monté un business plan qui a été présenté au private equity, puisqu'on fait partie d'un private equity. Le groupe est un private equity. Et après 5 mois, le projet a été lancé et j'ai démarré en octobre 2019 l'entreprise. Purement d'un point de vue analyse stratégique, création de la marque. Voilà, tout ce qui était hyper intéressant à l'époque. Et puis, il a fallu que je m'entoure de meilleurs. Donc, j'ai été chercher des anciennes de mes collègues, Bérangère et Jennifer, qui ont démarré l'entreprise avec moi à l'époque. Vous avez démarré à 3. On a démarré à 3, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, même si on le devine avec le nom, sur l'activité de l'entreprise ? Pas forcément, parce que c'est vrai que... on a fait clairement un clin d'œil au marché des chasseurs de tête, purement orienté... recrutement et sélection de profils. Les headhunters sont souvent des personnes qui recrutent des profils C-level. Nous, on ne fait pas que ça. Et donc, on a voulu, de façon très créative, lancer un petit clin d'œil au marché. En s'appelant Heads & Hunters, tout le monde nous retient. Évidemment, en plus, le logo, il parle fort, il reste dans la tête. À chaque fois qu'on me voit, on dit « Ah oui, l'entreprise avec le cerf. » Oui, c'est ça. C'est bien celle-là. Mais on ne fait pas que du recrutement. En fait, non seulement on fait du recrutement du profil mid-level à C-level, sur des niches très spécialisées comme le sales marketing, RH et les profils de senior management et direction. On s'est spécialisé dans plusieurs secteurs. On a une niche aussi à part qui est la niche retail FMCG, qui nous amène l'année prochaine à ouvrir une nouvelle division qui sera la division logistique, parce qu'on a beaucoup de demandes de la part de nos clients dans cette niche aussi. Et à côté de ça, on fait de la consultance RH. Donc, toutes les personnes qui travaillent chez Heads & Hunters sont des personnes avec quand même pas mal d'années de bouteille et d'expérience, soit RH, soit sales, soit marketing, forcément. Et donc, on travaille avec une vingtaine de freelance qui sont en mission chez nos clients. Et on a également une équipe de 5 consultants aujourd'hui RH qui sont sous le payroll de Heads & Hunters, qui travaillent avec nous, qui sont souvent avec nous d'ailleurs, mais qui travaillent principalement chez le client en mission. Ouais. Et donc, c'est quoi la journée type de Wendy ?
pour autant qu'il y ait une journée type? Alors, ma journée type, elle a fort évolué par rapport à avant. Je me souviens que quand mes filles étaient encore jeunes, autour de 10 ans, elles me demandaient « Maman, c'est quoi ton métier ?» Et à l'époque, je leur disais « Faire des réunions ». C'était clairement ça. Je faisais des réunions tout le temps. J'étais tout le temps en réunion partout en Belgique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre de côté. Alors, on en a quand même beaucoup, surtout moi, particulièrement, puisque aujourd'hui, on a quand même une structure avec bientôt 17 personnes, dont 11 personnes travaillent en direct avec moi, dont je suis le coach, donc responsable hiérarchique. Donc forcément, ces personnes, je les vois au minimum une fois par mois, mais il y en a certains que je vois plus aussi pour les accompagner, les guider. Donc j'ai quand même encore pas mal de meetings. Beaucoup d'events aussi, d'events de networking, où on se croise de temps en temps d'ailleurs. Et puis des meetings clients. Je travaille quand même pas mal aussi sur la stratégie d'entreprise. On est vraiment dans un marché où on est tout le temps obligé de se réinventer dans notre secteur. C'est vraiment une condition sine qua non presque de survie. J'ai envie de dire, il n'y a pas que nous, c'est devenu une généralité. Donc voilà, on doit travailler beaucoup sur l'agilité, sur les changements. C'est pas qu'on change de stratégie tous les mois non plus, mais en tout cas, les plans d'action changent régulièrement pour s'orienter vers les besoins du marché. Et puis, voilà, c'est aussi beaucoup d'analyse de résultats, d'analyse de potentiel qu'on peut avoir aussi, et de contact, en fait, de contact humain. Ça, je dirais que mon métier, si je dois le résumer en une phrase, c'est un métier de relation humaine, quoi. Voilà. Peux-tu nous emmener sur les différents moments clés de ton parcours? Celui de la boîte à 5 ans, ouais. Tu as donné ton âge, donc je veux dire avant de tes études jusqu'à la création de la boîte, c'est quoi ton parcours? Alors mon parcours, c'est le parcours d'une étudiante classique, une vie assez stable, mais quand même très très vite indépendante. Donc j'ai pas encore 18 ans, je vis seule chez ma grand-mère. Au-dessus de chez ma grand-mère même, j'ai carrément mon appartement, donc je suis très très vite indépendante. Je travaille pas mal comme étudiante, beaucoup de mon temps libre, et à côté de ça, je suis une formation à l'ICHEC, enfin anciennement ISC Saint-Louis, qui a été racheté, donc le concept a été racheté par l'ICHEC, et je fais une licence en sciences commerciales et financières. Donc voilà, très active dans le service d'étudiants aussi à l'époque. Très très, les plus belles années de ma vie d'ailleurs. Je termine en 2002, si je me souviens bien, l'ICHEC, avec mon master. Et c'est une période assez compliquée dans le sens où les tours viennent de s'effondrer. Le marché est très mauvais. Et donc, je rêvais à l'époque d'être product manager en marketing. Donc, travailler pour Unilever, pour Procter & Gamble, c'est mon rêve. J'étais fort créative. Je le suis encore d'ailleurs. Et je vais très loin sur un process Unilever, mais malheureusement, c'est un autre qui est pris, je ne suis pas prise. Et comme je disais, j'avais beaucoup travaillé comme étudiante, notamment comme hôtesse pour Randstad. Et j'ai été en contact avec les consultantes de Randstad à l'époque. Mais c'était un métier qui m'inspirait parce que je trouvais que c'était hyper polyvalent. Et donc, je commence comme consultante chez Randstad, dans le secteur Horeca, puisque j'avais beaucoup travaillé dans les restaurants. Mon papa avait des restaurants. Donc, c'était un secteur que je connaissais quand même un petit peu le métier. Et donc, je commence chez Randstad, où je reste plus ou moins 4 ans. C'était génial. C'est hyper polyvalent comme job. On faisait du recrutement, du commercial. Les gens étaient extraordinaires. J'ai jamais eu autant de cadeaux de la part des intérimaires. À l'époque, c'était tous les jours. C'était de la reconnaissance. C'est vraiment des années magnifiques. Et puis, j'ai mon premier enfant. Quand je reviens, j'ai toujours été assez ambitieuse, jusqu'à mes 40 ans en tout cas. Donc j'ai toujours voulu être manager, c'est un peu le format type de quand on quitte l'ICHEC, on veut être manager, un peu comme mon papa l'était aussi. Et donc je suis approchée par une ancienne collègue qui vient me chercher, qui me dit « Écoute Wendy, moi je travaille chez Manpower, on a une belle position de branch manager finance. » Donc je retourne un petit peu dans mon secteur de prédilection de mes études et on cherche un manager d'équipe pour l'agence de Bruxelles. J'arrive chez Manpower, j'y reste plus de 7 ans, super chouette entreprise. Et je commence comme branch manager où je coach 2 personnes et je termine 7 ans après par une fonction de business unit manager où je gère finalement au niveau national plusieurs équipes spécialisées en finance, en engineering.
Un petit peu d'engineering, mais c'était surtout de la finance et du RH. Donc voilà, super années aussi. J'ai toujours eu beaucoup de chance quand même au niveau professionnel. Je me suis toujours bien amusée. Et puis, je me pose des questions. Enfin voilà, j'ai une certaine... je ne veux pas trop étaler, mais j'ai une certaine... j'ai un problème avec mon manager à ce moment-là. Et je prends mes responsabilités, je postule ailleurs, pas beaucoup, et je suis directement prise par l'entreprise Acerta, où je deviens directrice des opérations en fait, pour Bruxelles et Wallonie. Je vais rester là-bas aussi plus ou moins 7 ans. Oui, 7 ans. Je travaille de 2012 à 2019 là-bas. Toute autre entreprise, toute autre culture, toute autre personne avec qui travailler aussi. Je passe d'une entreprise commerciale à une entreprise plus d'expertise, je dirais, avec des experts à bord. D'ailleurs, on me prend à l'époque parce que j'ai cette orientation client qui souhaite inspirer à leurs équipes à l'époque. Et donc, je commence là-bas où je suis responsable du secrétariat social de la caisse d'assurance. Je ne sais plus maintenant comment on dit ça. Oui, la caisse d'assurance sociale et le guichet d'entreprise. Mm-hmm. Voilà. Après un certain temps, je ne m'occupe plus que du secrétariat social. C'était très chouette aussi. J'ai beaucoup appris sur le change management et le project management là-bas. Mais je me suis quand même vite rendu compte aussi que j'ai beaucoup perdu mon orientation client, dans le sens où je n'étais plus du tout responsable de la partie commerciale, ni même de l'élaboration d'un budget. C'était une fonction finalement très orientée organisationnelle, beaucoup plus que de gestion globale, comme j'avais même avant chez Manpower, en fait. Donc voilà. Et après 7 ans, je suis confrontée à un licenciement, première fois de ma vie. Je suis licenciée pour raisons structurelles, puisqu'au lieu de 2 directeurs, ils n'en veulent plus qu'un. Et comme je ne suis pas du tout experte payroll, à ce moment-là, c'est moi qui saute. Ça a été assez choquant. Bon, ça arrive dans le parcours professionnel de pas mal de personnes, je pense. J'ai 40 ans à ce moment-là. Je suis juste en pleine remise en question, justement, sur le sens au travail. J'aurais dû prendre mes responsabilités avant, en fait. J'aurais dû quitter cette entreprise avant parce que je me retrouvais plus trop... pas par rapport aux valeurs de l'entreprise, mais vraiment par rapport au sens que j'avais dans mon job. J'avais le sentiment de stagner, de perdre énormément de compétences. J'avais décidé d'arrêter d'apprendre, etc. J'avais l'impression que je savais tout. Et en fait, après, on se rend compte qu'on ne doit jamais cesser d'apprendre. Donc voilà, c'est un gros choc. Je mets quand même quelques semaines pour m'en remettre. Et grâce à mon réseau, je suis vite remise en confiance. Je suis approchée par le CFO de Vivaldi Intérim à l'époque, qui était mon ancien chef chez Manpower, qui vient avec ce projet de création d'entreprise. Et c'est comme ça que j'arrive chez Heads & Hunters. Que je crée Heads & Hunters. Oui, tout à fait. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à Wendy de 18 ans ? Tu parlais qu'il vivait au-dessus de chez sa grand-mère. Si tu pouvais lui souffler un petit conseil à l'oreille, quel serait-il ? Alors, si je devais lui souffler un petit mot à l'oreille, je lui dirais sans doute de ne pas hésiter à rester authentique, pas vouloir absolument toujours plaire à tout le monde, et sans doute j'ai appris une grande leçon dans ma vie professionnelle assez tard, autour de mes 40 ans justement, c'est qu'on peut se faire influencer par des mauvaises personnes. On peut être entouré de mauvaises personnes en fait au sein d'une entreprise, et donc il faut vraiment toujours faire attention à garder son propre jugement et à rester soi-même en fait. Ça c'est... Enfin voilà, je suis parfois épuisée de ma remise en question. Il faut toujours vouloir être parfaite et que tout se passe bien et qu'on pense toujours du bien de moi. Donc, je lui dirais ça. Je lui dirais de rester authentique. Et poser, surtout poser. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé ces derniers temps. Ouais. Est-ce qu'il y a un momentum dans ton parcours qui a marqué un vrai tournant dans ta carrière, où tu te dis, là, il y a vraiment eu un avant et un après ? Ah ben, clairement... Clairement, ma fin de parcours chez mon précédent employeur, ça a été un énorme tournant dans ma vie. J'ai peut-être passé cette étape, mais je suis quand même passée par un burn-out, mais par un surmenage de 3 semaines. Oh mon Dieu, je devais m'arrêter 3 semaines de travailler. C'était une catastrophe pour moi. C'était horrible. Je l'ai fait. Mais j'ai tout de suite repris aussi, et sans doute trop vite.
tout ça pour au final, qu'il arrive ce qui est arrivé finalement. Et donc, ça a été un grand tournant, ça a été une grosse remise en question, cette période de surmenage, parce que j'ai commencé à lire beaucoup aussi sur le sens au travail, sur le bonheur, essayer de mieux me comprendre, mieux savoir ce que je voulais. Et donc ça a été un gros tournant pour moi, personnel, d'absolument vouloir avoir un job qui a du sens, en fait. Et ça, ce tournant a continué jusqu'à la création de Heads & Hunters, où finalement j'ai accepté le challenge, parce que je ne m'imaginais pas du tout construire une société, surtout retourner dans le recrutement en partant de rien. Rien. Il fallait tout construire. Manager 2 personnes, j'en manageais 80. C'était vraiment un nouveau départ pour moi, mais c'était go dès le moment où on pouvait créer la boîte comme on le voulait. Notre méthodologie, mais surtout nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose... Ça, c'est un grand tournant. Créer une société avec des vraies valeurs, ça a été un grand tournant. Et c'est ce qu'on essaie de faire vivre chez nous tous les jours. Tu dis, vous êtes parti de zéro. Est-ce que tu avais 100% de latitude et d'autonomie, ou est-ce que tu avais quand même toutes des guidelines qui t'étaient imposées? Non, 100% d'autonomie. En fait, le groupe a vraiment une philosophie de travailler avec des entrepreneurs qui créent une boîte comme la leur. Certains la créent en étant la leur aussi, en étant partenaire. J'ai été guidée évidemment par ma CEO, le CFO. J'avais un STUR groupe, comme on dit, un comité d'avis qui nous conseille et qui nous guide. Mais vraiment, d'un point de vue organisationnel et méthodologique, autonomie 100%. Après, le groupe était là surtout d'un point de vue financier aussi, oui. Parce qu'on a un branding hyper fort depuis le départ. Il y a eu de l'investissement, là, évidemment, qu'on ne sait pas mettre si on est seul. Oui, c'est ça. Oui. Le fait d'avoir un bras financier derrière, effectivement, c'est un plus au lancement. Voilà, c'est le gros avantage d'être entrepreneur. Donc, on a vraiment encore aujourd'hui énormément d'autonomie. Évidemment, on attend, nous, des résultats. C'est le but d'un private equity, c'est de pouvoir valoriser aussi l'entreprise plus tard, d'avoir une belle valorisation. Donc, il y a des attentes financières derrière, mais d'un point de vue organisationnel et managérial, c'est 100% d'autonomie. Et le but, justement, comme tu dis, d'un private equity, c'est de conserver la société, ou à un moment de la valoriser et puis de la revendre? Disons que dans notre groupe, il y a plusieurs actionnaires et l'objectif du groupe... comme tous les autres private equity, c'est à un moment donné de la revaloriser et de décider de vendre ou de ne pas vendre. Voilà. Mais oui, ça, c'est l'objectif principal. Voilà. Est-ce qu'il y a un mythe sur l'entrepreneuriat que tu aimerais démystifier pour nos auditeurs, ou pas du tout? Sur l'entrepreneuriat ou plus général, je sais pas, l'argent ne fait pas le bonheur, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, oui, là... On le dit souvent, mais c'est pas vrai, quoi. Disons qu'ici... je suis peut-être un peu différente que l'entrepreneur type, mais je discute énormément avec des entrepreneurs. Je fais partie de clubs d'entrepreneurs. Tu as créé de zéro comme un entrepreneur, donc finalement... Oui, c'est un peu la même histoire, sauf que moi, je me réveille pas avec des pointes de stress la nuit parce que j'ai pas assez de trésorerie, pas encore en tout cas, puisqu'on fait partie d'un groupe et qu'on est toujours aidé. Mais non, démystifier, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un exemple. J'ai pas l'impression d'avoir plus d'argent qu'avant, honnêtement. C'est un exemple, mais s'il y a quelque chose que tu te dis, tu entends souvent justement dans les milieux entrepreneuriaux, tu te dis non, là, c'est pas vrai. Non, je dirais pas ça. C'est plus facile justement, une vraie question. Est-ce que c'est plus... On entend souvent, c'est plus difficile l'entrepreneuriat quand on est une femme, tu en es une. Donc voilà, est-ce que toi, tu as rencontré des freins au fait d'être une femme dans un monde entrepreneurial ou pas du tout? Ok. Je pense que j'ai eu plus de difficultés à être une femme précédemment qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, mon sentiment est qu'on est dans un tournant et c'est plus un avantage quand même. Ça devient un avantage d'être une femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup et donc on s'intéresse un peu plus à nous sans doute aussi. Donc moi, personnellement, je le vis assez bien. Par contre... c'est vrai que le monde de l'entrepreneur reste quand même un milieu fort masculin. Il suffit d'aller voir un event. Il y a 80% d'hommes, 20% de femmes. Enfin, c'est mon sentiment. C'est ce que ça change aussi. On en fait beaucoup évolue, comme toi. Oui, effectivement, on voit. Ça évolue. Oui. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même la volonté d'une mise en avant des femmes entrepreneuses aujourd'hui.
voilà, mais cette fois-ci, j'ai envie d'interviewer une femme parce qu'il n'y en a pas assez. Enfin, voilà. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont faits à ce niveau-là, oui. Ce qui est très formateur dans l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, c'est l'échec, évidemment. Est-ce qu'il y a un échec qui a façonné la personne ou l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, en particulier? Tu te dis, ouais, ça, j'ai appris beaucoup suite à cet échec. C'était peut-être avant d'être indépendante, justement. J'ai été... j'ai connu cet échec du licenciement où on a envie de se dire j'espère que ça se passera plus jamais. Au final, on n'est jamais à l'abri. Je veux dire, même un entrepreneur peut faire faillite. Donc voilà, ça arrive malheureusement. Donc je dirais que mon échec principal, ça a été quand même ce licenciement auquel je ne m'attendais pas du tout parce que les résultats étaient très bons, etc. Il n'y avait pas eu d'avertissement. Enfin voilà, c'est vraiment une décision structurelle, donc c'est dur à avaler. Et ça, c'est quelque chose qui me poursuit encore, en fait. Donc, c'est un échec personnel. Voilà. Mais tu as pu en tirer des leçons quand même? J'ai pu en tirer des leçons, oui. Mais voilà, j'ai pas envie de polémiquer dans le sens où... Non, mais plus pour toi-même, quoi. Oui, déjà, j'ai appris à juger moins vite. Carrément, presque à arrêter de juger. Je me suis fait influencer à l'époque en tant que jeune manager à recevoir un feedback, un son de cloche, comme on dit, et pas l'autre. Aujourd'hui, je ne juge plus d'une situation, je ne prends plus de décision sans avoir les deux. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est une énorme leçon pour moi. Et puis, de ne pas toujours accorder trop vite sa confiance aux autres, au final. Je suis quelqu'un d'hyper bienveillante, hyper à l'écoute, mais... j'ai appris à ne plus être en confiance trop vite. C'est pas que je fais pas confiance aux gens, mais quand je parle de confiance, c'est vraiment accorder toute sa confiance. Donc aujourd'hui, ça se mérite, la confiance pour toi? Non, parce que je reste quand même hyper facile, hyper accessible, hyper facile. Enfin, je pense. Ça, je laisse les autres en juger. Mais voilà. Et alors, j'ai quand même une autre leçon quand même intéressante, puisqu'on parlait des hommes et des femmes. J'ai récemment... grâce à la Chambre des commerces, suivi une formation sur le leadership au féminin où on nous a exposé les différences de comportement entre les hommes et les femmes leaders. Pourquoi est-ce qu'une femme peut être rapidement vue comme une hystérique, en fait, juste parce qu'elle donne son point de vue en haussant le ton? C'est juste pas normal. C'est une hystérique, elle n'est pas normale, pourquoi elle s'énerve comme ça? C'est une mâle, je ne vais pas aller plus loin. Soit. Et c'est vrai que j'ai vécu cette situation où je me suis une fois fortement énervée et j'ai exposé assez fortement mon point de vue lors d'une réunion où il n'y avait que des hommes. Et voilà, j'ai vu au regard que j'étais complètement vue comme une hystérique à ce moment-là. Et j'ai compris lors de cette formation, en fait, cette différence. Un homme, il peut s'énerver, c'est pas grave. Mais une femme, elle peut pas s'énerver, elle doit rester posée. Et donc ça, c'est une grande leçon que j'ai apprise dans ma carrière. Donc maintenant, j'essaie vraiment dans chaque situation, rester la plus posée possible, parce qu'on ne voit pas la femme comme l'homme quand elle impose son point de vue de façon un peu trop... Virulente. Virulente, oui, virulente. Et tu l'as cité, la prise de décision, c'est aussi un élément qui revient de manière régulière dans la vie d'un entrepreneur. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une prise de décision difficile que tu as dû faire et que tu as appris, qui a été formatrice pour toi? Je pense que les pires décisions d'un entrepreneur, c'est toujours de devoir licencier quelqu'un qui finalement a la bonne attitude. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, malheureusement, dans ma carrière, parce qu'on peut avoir des gens hyper motivés, avec une super attitude, hyper positive, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs résultats. Alors, est-ce que j'en ai appris? Oui, ces derniers temps, j'en ai appris parce que je pense que c'est la première fois que dans une entreprise, tu dois licencier des gens qui, en fait, sont compréhensifs par rapport à la situation. C'est horrible à dire. Mais c'est vrai, c'est terrible. Je veux dire par là des personnes qui sont quand même extrêmement matures et qui se rendent compte qu'une PME n'est pas viable si on la garde, en fait, parce qu'elle ne fait pas de résultats. Ouais. Et donc, j'ai quand même été confrontée à ça 2 fois chez Heads & Hunters, où on a engagé des personnes assez expertes et au final, elles ne se retrouvent pas dans le job parce qu'il y a trop de développement à faire, trop d'agilité demandée, etc. Et prendre la décision de s'en séparer, c'est toujours difficile.
Mais ce que j'ai appris, c'est que quand on traite bien les gens, quand les choses sont dites à l'avance aussi, généralement, ça se passe mieux. C'est l'idée qui me vient en tête là maintenant par rapport aux prises de décision difficiles. Tu dirais donc que le moins 1, on va le dire comme ça, dans une entreprise, est plus compliqué que le plus 1. Donc c'est plus difficile de se séparer de quelqu'un que d'engager quelqu'un aujourd'hui. Émotionnellement, c'est pas la même chose. Hein. Je reste une femme. Mais stratégiquement. Alors, stratégiquement, engager quelqu'un quand on a comme nous un groupe derrière, c'est plus facile. On peut plus facilement se tromper, c'est ça que tu veux dire? Financièrement, c'est compliqué de se tromper, surtout dans nos métiers. Ça a un impact direct sur une équipe de 12 personnes en interne. Avoir 2 personnes qui ne fonctionnent pas, c'est très, très lourd de conséquences. Mais voilà, ça, c'est purement opérationnel et financier. Donc, se séparer de quelqu'un, c'est émotionnellement difficile, mais c'est nécessaire pour la survie d'une entreprise. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, c'est bien. Okay. C'est bien de te différencier le côté justement émotionnel du côté plutôt rationnel. Oui, donc c'est vrai que la différence peut varier suivant un point de vue ou l'autre, évidemment. Oui, tout à fait. Quelles sont tes sources d'inspiration majeures au quotidien, que ce soit des lectures, des mentors ou des expériences vécues? Mes sources d'inspiration au niveau lecture, comme je le disais tout à l'heure, quand j'avais 40 ans, quand j'ai eu surmenage, je me suis beaucoup cherchée. On m'a conseillé un livre qui est devenu mon livre de chevet, que je lis quand même dès que j'ai un down. C'est tout basique, mais je ne me rendais pas compte de ce côté basique finalement. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un tout petit livre qui se lit super facilement, qui dit l'essentiel en 160 pages. Ça se lit en un jour, tellement c'est chouette à lire. Et donc ça a été très inspirant pour moi. Parce que ça m'a aidé à avoir du sens, à simplement me contenter de regarder ce qui se passe dehors, regarder un arbre, regarder un oiseau, regarder un lapin. J'adore marcher. Je fais de la marche rapide, j'adore ça. Et simplement s'arrêter sur un moment exclusif, en fait, simplement un lièvre qui passe dans le champ. Enfin voilà, c'était des choses auxquelles j'attachais plus aucune importance. Et ça m'a aidé en fait à revoir tout ça et à reprofiter plus de l'instant présent. Et donc j'aime bien de temps en temps lire ce genre de livres. J'en ai acheté un récemment sur l'authenticité, justement, sur le fait d'accepter de ne pas être parfaite. Je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer. Et alors en tant que personne qui m'ont inspirée, là vraiment c'est mon ancienne CEO, parce que malheureusement elle n'est plus CEO du groupe, elle fait toujours partie du groupe, elle est dans le conseil d'administration. C'est mon ancienne CEO qui m'a engagée pour devenir responsable de Heads & Hunters. C'est Anke Ullens, qui est une dame absolument fascinante, hyper inspirante, hyper orientée vers l'humain. Mais c'est une businesswoman, donc elle sait ce qu'elle veut aussi, et elle a une vision très claire. Et elle m'a vraiment guidée d'un point de vue stratégique, voire même tactique. Elle était vraiment de bons conseils avec moi. Et ça, c'est la femme la plus inspirante que j'ai rencontrée dans ma carrière, qui m'a en tout cas fait évoluer, qui m'a fait grandir, réellement, ouais. Tu réponds peut-être à la question suivante, mais si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou décédée, pour un lunch ou un dîner d'affaires, qui choisirais-tu et pourquoi? Une personnalité? Oui. Une personne en général, mais ou personnalité. Personne connue? Oui, par exemple. Oh. Tu disais que tu avais écouté le podcast de Charles, il a cité... Charles, justement, Charles de Gaulle. Donc... Oh là là, ça c'est compliqué. Je pense que j'irai vers une femme quand même alors du coup. Je pense qu'un petit lunch avec Michelle Obama, ça peut quand même être sympa. Ça peut être sympa. Il faudra que je travaille mon anglais. Mais voilà. Là, et oui. Pourquoi alors mais parce que de nouveau, je trouve qu'elle est inspirante, elle est posée, elle est charismatique aussi. Et voilà, je pense que je lui poserai les mêmes questions que tu me poses là en ce moment. Pour bien comprendre comment elle fonctionne et en tirer un maximum d'inspiration aussi. Ouais. Voilà, après si tu me demandes avec quel chanteur je voudrais aller luncher, je réponds tout de suite Julien Doré.
C'est aussi une personnalité. J'imagine, là, c'est pour ses chansons. J'adore, Ouais. j'adore. Je suis complètement fan de Julien Doré, de son côté un peu comique aussi. Décalé aussi. Et décalé, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé dans les périodes de doute? Arriver à sortir de là et à se reconcentrer sur soi-même. Mhm. Donc, reprendre du temps pour soi à ce moment-là. Dans les périodes de doute, j'ai appris aussi maintenant à prendre du recul. Dans les périodes difficiles, à mettre mon ego de côté. Mhm. Mais c'est récent. Hein. Oui, ça fonctionne très, très bien. Oui, je pense que dans les périodes de doute, ici, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer de prendre du recul et de prendre des moments pour moi et surtout pas décider directement. Alors pour ça, je suis une vraie balance. Hein. J'ai énormément de mal à décider. Je suis très je vais beaucoup concerter pour prendre des décisions. Et parfois, après la concertation, il faut pouvoir aussi se mettre à aller prendre du recul et réanalyser les choses plus au calme. Donc, pour ça, il est important de prendre du temps pour soi. Enfin, c'est pas forcément pour soi, mais c'est pour réfléchir et sortir un peu du rush, de sortir la tête du guidon, comme on dit, qu'on peut trop avoir quand on est entrepreneur, justement. La tête dans le guidon, qui nous empêche finalement de voir les choses et de voir l'essentiel. Une question intéressante, surtout vu que, comme tu expliquais tout à l'heure, vous êtes parti de zéro dans la création de Hunters. Dans quelle mesure la stratégie de communication et de marketing a-t-elle joué un rôle clé dans la croissance et le succès de l'entreprise, surtout quand on part de rien? Mais nous, tout. Allez, ça a été un des axes prioritaires, en fait. Alors, je vais dire un truc, je vais faire de la pub peut-être pour quelqu'un d'autre, mais bon, j'ai toujours dit que je voulais que Heads & Hunters soit l'ancien ou encore actuel, je ne sais pas parce que je ne les suis plus trop, soit le tri-finance de la finance. Donc je voulais vraiment qu'on soit perçu comme une entreprise qui sait de quoi elle parle, une entreprise experte et qui communique son expertise. Et donc depuis le début, et ça a commencé par le branding, on a énormément communiqué. On a plus de 10 000, enfin on est à 11 000, je pense maintenant, followers sur LinkedIn. Oui, c'est impressionnant. Oui, Oui, sur une page, il y a peu de... Surtout que les pages, sont pas... Si tu ne payes pas, ne sont pas... Vous avez peut-être payé, du coup. Non, ah, oui, on ne paye rien. Non. On va commencer avec une page employeur ici à partir de janvier. Non, on ne paye rien. Sur LinkedIn, on ne paye pas. Ça a été du naturel, autant de followers, quoi. Lié à la communication que vous faisiez, alors. Parce que là, c'est intéressant si vous avez des conseils ou si tu as des conseils. Déjà, j'ai l'énorme chance de travailler avec Jennifer Van Eint, je la cite, qui a fait des études de marketing et qui adore ça. Donc c'est elle, en fait. Hein, c'est son succès. On partage beaucoup d'idées sur le contenu, mais c'est Jennifer qui suit tout ça, qui réalise le plan stratégique. Et donc, c'est vraiment elle qui gère l'aspect communication de l'entreprise. Après, on est supporté au niveau visuel par le siège, hein, puisqu'on est une entreprise incubée aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais donc, du coup, on est incubé. Et donc, on a le support d'un département marketing au sein du siège du groupe. Eux travaillent surtout sur les visuels et sur les conseils. Donc ça, vous ne pouvez pas faire, ça n'a rien à voir avec votre image de marque. De temps en temps, ils nous reprennent par rapport à ça. Au niveau du contenu, de l'écriture, du contenu, là, on est aidé par une indépendante aussi. Vraiment dans l'écriture des textes, le suivi de nos chiffres, hein, parce que le marketing, c'est du suivi de chiffres aussi. Hein. Combien de vues on a sur notre site? On vient de refaire complètement notre site internet avec une toute autre image de marque, un tout autre branding. Hein. Avant, on était sur notre Chesterfield à 3. Ça faisait un peu une image très English, avec les têtes sur le mur. Ce qui était je me souviens. Ouais, c'était un gros clin d'œil aussi. Où on nous disait, on a eu 3 fois la remarque, pourquoi est-ce que vous mettez des gens sur un mur? C'est un clin d'œil, monsieur, il faut lire le site internet, en fait. C'est tout ce qu'on n'est pas. Mais si vous lisez pas le site et notre why, forcément, on ne sait pas. Mais voilà, c'était une image, on est passé de 3 à bientôt 16, pardon. Donc, les choses évoluent, on ne pouvait pas se représenter qu'à 3, alors qu'on a une entreprise où on est bien plus que 3. Et où tout le monde participe à la stratégie, enfin à la construction de l'entreprise. Parce qu'on est encore en phase de construction, hein. Un peu moins, mais parce que maintenant, en tout cas au niveau francophone, la partie francophone, on sait exactement ce qu'on veut, où on veut, on sait ce qu'on fait. En Flandre, on cherche encore un petit peu plus, on est plus sur l'opportunité
On cherche encore, on travaille encore à l'opportunité, ce qui n'est plus le cas sur la partie francophone. Mais donc oui, pour répondre à ta question, on a énormément investi d'un point de vue marketing sur Heads & Hunters, sur le partage d'expertise. On écrit un blog par mois plus ou moins, on publie 3 fois par semaine. Oui, donc c'est très actif. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un changement du regard des autres par rapport au succès de l'entreprise du début jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que... Vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis de moi? Vis-à-vis de toi d'abord, mais de l'entreprise aussi, mais de toi, de ton entourage proche ou plus éloigné. Et ensuite, plus encore cette dernière année, effectivement, mais je pense que c'est moi qui étais plus ouverte à l'écouter, à l'entendre. J'ai eu vraiment énormément de compliments. Oui. Sur le côté parcours exemplaire, fait de femmes assez inspirantes, charismatiques. C'est pas des choses que j'avais pas encore entendues, mais je les ai pas entendues de la même façon que je les entends depuis un an. Sans doute que je me suis rendu compte, en fait, effectivement, de ce que j'avais construit, mais pas que moi. Ça, je tiens vraiment à le dire. Je suis pas là. On a construit Heads & Hunters. J'ai juste la bonne qualité de m'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est ma grande qualité. Mais c'est nous, c'est l'équipe qui avons construit Heads & Hunters. Et est-ce que j'ai l'impression qu'on me regarde différemment? Oui, ces derniers temps, parce que l'entreprise a fort grandi, parce qu'on parle de plus en plus de nous aussi, parce qu'on commence à être très, très connus sur la partie francophone du pays. Donc, ça doit faire un an, effectivement, que les discussions sont différentes, qu'on m'aborde plus facilement qu'avant aussi, ou que je suis abordée plus facilement qu'avant aussi. Donc, oui, je dois dire que ça a évolué quand même. Okay. Dans un monde où la technologie évolue rapidement, comment est-ce qu'on fait pour rester à la pointe et intégrer les innovations dans ton entreprise? Je crois que ça te fait un peu rire. Non, ça me fait pas rire. Surtout dans vos secteurs, je pense que j'imagine que l'arrivée de l'IA va quand même changer un peu les choses. Et voilà. Comment est-ce que tu vois, toi? Quel est ton point de vue? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du développement personnel et de la formation. Je me suis vraiment dit pendant tout un temps, en fait, tu as tout vécu, tu as tout eu, tu n'as plus besoin de suivre des formations. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment le temps non plus. Mais depuis que je suis chez Etchennet, c'est non-stop, en fait. Et je dois dire que personnellement, si Heads & Hunters est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'aussi j'ai ce besoin d'échanger énormément. Et en fait, comment je fonctionne, c'est que j'écoute, je concerte, j'échange, ça rentre. Et à un moment donné, boum, c'est parti, on y va. On met sur la table, on développe un projet. Et tout ça est fonction forcément de tous les feedbacks que j'ai reçus. Et on a le moment inspirant chez nous. On fait un morning meeting tous les lundis, chaque 2 semaines le lundi. Et il y a les moments inspirants qui sont là. Et auprès de mon équipe, je leur impose en fait, de passer du temps pour eux dans leur développement personnel, de suivre des webinaires, etc. Parce que c'est important de se développer. Et donc, il y a beaucoup d'échanges aussi à ce moment-là. Il y en a eu énormément sur l'intelligence artificielle. Ouais. On vient de donner d'ailleurs un Morning Insight vraiment orienté performance, lié à comment augmenter sa performance, la performance de son entreprise via l'intelligence artificielle. On a eu un succès de dingue. En 2 semaines, on était full. Enfin, c'était la première fois que ça allait aussi vite. D'habitude, on doit faire des rappels, mais là, pas du tout. Et nous-mêmes, on a suivi une formation sur l'intelligence artificielle pour le recrutement. Et c'était juste incroyable, en fait. Hyper intéressant d'un point de vue performance, efficacité, augmentation, tout ça, évidemment. Mais chez nous, on est obligé de continuellement s'intéresser à ce qui se passe. Obligé. Et c'est vraiment un point d'attention pour toute l'équipe. C'est de continuer à se développer. C'est d'ailleurs un conseil que j'ai donné récemment. On m'a interviewé pour un article et on m'a dit c'est quoi, ou c'était pour le business woman breakfast, je ne sais plus. Enfin, soit on m'a posé cette question et on m'a dit quel est le plus grand conseil que tu donnerais en tant qu'entrepreneuse. Et un des conseils que je donne, c'est de continuer à se développer. En fait, après 45 ans ou 40 ans, on arrive à une phase où effectivement on décide de moins apprendre. Mais forcément, on se fait dépasser par les jeunes. Ça a l'air de justifier aussi. Si on n'arrive pas à les suivre d'un point de vue connaissance et compétences, on se fait dépasser. Et ça, je pense que c'est vraiment
le challenge des 40+, aujourd'hui. Ok. Si tu y arrives toi-même, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite créer un équilibre sain entre sa vie privée et sa vie professionnelle? C'est imposer cet équilibre. Hein. Mhm. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est se l'imposer. Comment est-ce qu'on se l'impose? En acceptant de prendre du recul, parce que je côtoie quand même pas mal d'entrepreneurs, entrepreneuses, qui n'arrivent plus à prendre congé, qui sont tout le temps sous stress, qui ne prennent absolument plus de temps pour eux. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne tolère plus. Je l'ai fait. Je suis passée à côté une grande partie de la vie de ma vie de maman à cause de mon ambition. Et si j'ai bien un regret aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de ne pas avoir plus profité de mes enfants petits parce que je voulais réussir ma carrière. Je pense que les nouvelles générations sont plus comme ça. Bon, il y en a certainement encore, hein, mais je m'impose aujourd'hui, je me mets vraiment un cadre déjà de plaisir au travail, parce que ça, c'est super important. Donc vraiment, si vous définissez la valeur passion ou ambiance d'équipe au sein de votre entreprise, il faut pouvoir la définir aussi. C'est quoi être passionné? C'est quoi une bonne ambiance au sein de l'équipe d'un point de vue bien-être, etc. Parce que déjà, le bonheur, on le crée soi-même. Hein, et pour ça, il faut avoir un job qui a du sens. Mais à côté de ça, il faut pouvoir s'imposer aussi de pas trop bosser le week-end et pas trop bosser le soir. S'amuser en networking. Parce que au début, quand on commence à networker et qu'on ne connaît personne, c'est jamais chouette. Après, une fois qu'on commence à connaître l'avantage, c'est que ça ne dure pas longtemps à un moment qu'on connaît de plus en plus de monde. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, Mais comment est-ce qu'on fait la rupture? On peut s'imposer des congés, on peut s'imposer de se mettre off, mais on ne sait pas s'imposer de ne pas penser. Comment est-ce qu'on justement on arrive à se vider l'esprit de ces soucis professionnels? Honnêtement, je pense que ça vient... Enfin, moi, personnellement, c'est venu... je me souviens de périodes... Et je n'étais pas indépendante, hein, j'étais juste manager d'équipe où je ne dormais pas la nuit. J'avais des pointes de stress parce que j'avais peur de ne pas atteindre mes objectifs. Comment je veux dire ça à mon patron, etc. C'est des choses qui m'arrivent beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas y répondre, en fait. Je pense que je prends plus de recul par rapport à ça. Je pense que c'est la maturité aussi, l'expérience, de se dire, OK, est-ce que tu as un impact là-dessus? Oui ou non? Si on a un impact, on peut ne pas dormir et faire des plans d'action. Mais si on n'en a pas, il faut accepter qu'à un moment donné, ça va juste être mieux demain, quoi. On va essayer de faire mieux, on va plus refaire ses erreurs et on va avancer. Et c'est surtout aussi apprendre à communiquer avec son équipe, avec son management et à partager finalement de tous ces stress qu'on vit. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul. Hein. Donc si j'ai un conseil à donner, moi personnellement, je l'ai fait depuis 2 ans, je le fais. Je m'entoure en fait. Je fais partie d'un club d'entrepreneuses, le club Entre-soi, de la Chambre des commerces. Et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément parce que j'ai rencontré des femmes dirigeantes, entrepreneuses aussi, avec les mêmes soucis que moi. Et on se voit en fait en dehors aussi, on partage énormément sur ces soucis, on se challenge, et ça aide quand même de se sentir moins seul. Ouais. J'allais justement te demander quels sont les 3 fondamentaux, 3, 2 ou 1, mais de la réussite entrepreneuriale pour toi. Et un sujet qui revient souvent, c'est celui que tu viens de citer, être bien entouré. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres? Vraiment les basiques, on va dire, à mettre en place pour bien avancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, pour moi, le basique, c'est communiquer. Hein, Je dirais que ce qui est important en tant qu'entrepreneur, ce qui est parfois difficile, c'est de vouloir partager des choses qui peuvent créer du stress au sein des équipes. Donc, il faut toujours nuancer ses messages et savoir ce qu'on peut communiquer, pas communiquer. Un manager qui partage son stress, forcément, l'équipe, elle va être stressée. Et pourtant, il est stressé. Donc, j'en reviens aussi à bien s'entourer et à pouvoir partager. Mais je pense que c'est important, en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à avoir un bon niveau de communication avec son équipe et surtout Enfin, nous, on est vraiment dans un management participatif. On est vraiment dans les nouvelles tendances New Way of Working. Ça paraît un peu peut-être même prétentieux,
Mais la flexibilité, la mobilité, le management participatif, ce sont vraiment des éléments clés du succès aujourd'hui de H&H, en fait, vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment flexibilité, communication, participation, pardon. Ce sont les éléments clés de la réussite de l'entreprise. Oui. Est-ce que tu pourrais nommer un ou une entrepreneur inspirant ou inspirante que tu imaginerais bien à ta place dans le siège du podcast? Je sais que tu en connais beaucoup, donc le choix ne va pas être... J'en connais beaucoup, effectivement. Mais alors, j'en ai 2 avec qui j'échange énormément ces derniers temps. C'est Florence Huckert, des laboratoires Huckert, qui a repris une entreprise familiale, en fait. Et donc, c'est une toute autre expérience d'entrepreneurship que la mienne, mais avec les mêmes difficultés et belles choses également. Donc, je pense que ce serait intéressant de l'entendre aussi. Et alors, l'autre personne avec qui j'échange énormément en ce moment, et que je trouve très inspirante également, c'est Anne Moin, de Legal PME, qui a vraiment construit, elle, sa société, sa structure dans le conseil juridique aux entreprises. Et voilà, j'adore discuter avec ces 2 personnes, je les trouve très inspirantes. Donc, j'ai envie de les citer, elles. Ok. Oui, voilà. On échangera les coordonnées après. Oui. Un grand merci Wendy pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, on vous remercie de votre temps et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux épisodes du podcast des entrepreneurs inspirants. À bientôt. Merci Geoffroy.